Bienvenue dans cette présentation du module informatique 1 qui est en coefficient 2 et crédit 2. Et dans ce module, on est sur 4 chapitres. On va parler de tout ce qui est en matière de notions fondamentales en informatique. Alors, le premier chapitre va être considéré comme les notions de base ou les introductions de l'informatique. C'est une présentation. Le deuxième chapitre, on va voir tout ce qui est en matière de hard, c'est-à-dire tout ce qui est en matière de matériel, quelques introductions par rapport à la notion d'ordinateur, la présentation de l'ordinateur, les types, tous les types des ordinateurs et aussi la constitution matérielle d'un ordinateur. Alors, pour nous, on va faire ces deux sur un seul chapitre. On va présenter à fur et à mesure l'informatique, c'est-à-dire comment elle est constituée, quels sont les codes, comment on va utiliser l'informatique dans votre domaine, et puis on passera directement à la présentation hardware des matériaux qui constituent un ordinateur. En troisième chapitre, on va voir les systèmes d'exploitation, et notamment on va focaliser sur le système le plus utilisé pour nous, c'est le Windows, et on passera aussi à d'autres logiciels ou d'autres systèmes d'exploitation, mais on va juste focaliser sur Windows parce qu'il est très utilisé par nous les utilisateurs. Alors pour le chapitre 4, qui sera le dernier, on va faire une présentation des différents logiciels de bureautique, notamment tout ce qui est en rapport avec le Word, Excel, et ainsi de suite, ce qui est en rapport avec Internet, ce qui est en rapport avec le web ou l'utilisation du web, tout ce qui est en rapport avec une recherche sur le réseau Internet, et on terminera par une revue sur le courrier électronique. Alors, sans plus tarder, on passera directement au premier chapitre qui va parler des notions d'informatique et aussi des notions de hardware côté ordinateur. Alors, dans ce chapitre, on va voir tout ce qui est en rapport avec l'informatique, quelles sont les présentations de l'information, comment je vais présenter l'information dans le domaine informatique, c'est-à-dire la représentation binaire beaucoup plus. Aussi, on va parler de matériel et de logiciel, quelle est la différence entre le matériel dans l'informatique et le logiciel, ce qui est appelé en anglais le hardware et le software. On va voir la différence. Et bien sûr, comme un début, vous allez avoir cette notion qui sera complémentaire, c'est-à-dire le matériel et le logiciel, ils vont travailler ensemble pour arriver à un but précis, c'est traiter l'information et diffuser l'information. C'est le but essentiel de l'informatique, c'est traiter l'information d'une part, c'est faire un traitement pour une information bien spécifique. Et là, le mot information peut être n'importe quelle façon. Il peut être un document, il peut être une vidéo, il peut être une image, il peut être quoi que ce soit, une page web. On peut avoir n'importe quelle façon d'avoir l'information, mais le but essentiel de l'informatique, c'est que je vais maîtriser et traiter cette information et aussi, par la suite, je vais la diffuser ou la partager pour un ensemble d'utilisateurs. Je vais l'envoyer sur le réseau, je vais la demander sur le réseau. C'est ça le but essentiel d'avoir l'informatique. Et on va s'articuler, bien sûr, pour faire ces deux opérations essentielles sur tout ce qui est matériel, c'est-à-dire tout ce qui est une chose que je peux l'avoir d'une façon électronique, c'est-à-dire une carte électronique ou bien un microprocesseur ou quoi que ce soit. Ça, c'est du hardware. Et en même temps, ce hardware sera
piloté par le software qui est un ensemble de programmes et logiciels qui vont essayer de piloter et faire fonctionner le hardware. Sans cette notion de complémentarité entre le hardware et le software, il n'y aura pas d'informatique, il n'y aura pas de processus de traitement. Parce que si je ne vais pas avoir de hardware, je ne peux pas effectuer d'opérations. Et si je n'ai pas de logiciel, je ne peux pas commander le hardware pour faire des opérations. Alors, nos objectifs par rapport à ce module, on va définir qu'est-ce qu'un système de traitement d'information. On va expliquer aussi comment l'information est présentée dans les ordinateurs. On va décrire le rôle des composants matériels dans un ordinateur et aussi essayer de décrire le rôle des composants logiciels aussi dans les ordinateurs. Alors, si je vais me projeter sur les systèmes de traitement de l'information, on aura cette chaîne à suivre. On aura dans une unité ou là, dans un ensemble d'unités qui vont faire du traitement de l'information, je vais quand même présenter la première étape comme étant recueillir les données. Je vais essayer de rassembler les données depuis une source bien déterminée et puis je vais les transformer par la suite, transformer ces données et produire bien sûr un résultat utilisable. Ce sont les trois mots-clés que je peux les lier à trois verbes essentiels, c'est avoir des entrées, puis faire des traitements et aussi avoir une sortie. Toujours. Parce que tout système de traitement d'information, et notamment l'ordinateur, c'est un système de traitement de l'information, je vais l'alimenter avec des données, bien sûr, et le rôle ici d'alimentation, c'est l'utilisateur qui va le faire, l'utilisateur qui va alimenter ce PC, par exemple, par des informations, et puis il va faire le traitement. Bien sûr, ce n'est pas l'ordinateur qui va le faire tout seul, mais il sera commandé, bien sûr, par l'utilisateur. Alors, on aura toujours l'utilisateur qui est présent dans cette chaîne, soit en faisant entrer les données et aussi commander le traitement de ces données et avoir la sortie comme étant le résultat final de, de l'opération de traitement de l'information. On aura l'utilisateur en permanence qui sera présent et il va essayer de commander tout ce qui est en matière d'entrée et de sortie aussi de traitement. Il sera aidé par le hardware et le logiciel en phase de traitement. Bien sûr, l'utilisateur, à travers le traitement de l'information, aura toujours un but derrière la tête. On ne va pas faire juste du traitement de l'information pour juste le faire, mais on aura toujours un but bien précis par rapport au traitement de l'information. Je vais avoir toujours un but et ce but va être traduit par ces traitements. Si on va donner un exemple, si j'ai un ensemble de données, par exemple, j'ai recueilli des données en matière d'humidité ou bien de température, je les recueillis sous forme de données. Par exemple, vous avez ici les journées et vous avez la température qui va avec. Alors, le but essentiel, c'est que de ces informations, bien sûr, ça c'est considéré comme des informations, je vais essayer de les exploiter et de les traiter en utilisant bien sûr l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi comme utilisateur? Je vais essayer de saisir ces données sur ordinateur. Je vais les mettre sur l'ordinateur. Je vais aller vers un logiciel bien spécifique, en l'occurrence l'Excel, ou autre logiciel de traitement de ces données. Alors, je vais insérer les données, mes données de température, je vais les insérer comme étant des entrées. Alors, qu'est-ce que je veux par rapport à ces données? Je veux ressortir avec une courbe représentative, par exemple, de la température pendant une semaine. Je vais me ressortir avec une courbe qui sera interprétée par la suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des traitements. Et ces traitements vont être aussi effectués par un logiciel. Alors, le logiciel, il va faire quoi?
il va commander tout ce qui est hardware. On va voir par la suite. Il va commander tout ce qui est hardware parce que le logiciel à lui-même ne peut pas effectuer le traitement. Il aura juste à mettre les étapes en programme pour aider le hardware à effectuer l'opération de traitement. Et ici, notre opération de traitement, c'est tracer une courbe. Alors, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à effectuer une sortie sous forme de courbe et je vais avoir ma courbe comme étant le logiciel qui a ordonné le hardware à effectuer des opérations pour représenter mes données sous forme de courbe. Et là, j'ai effectué toute la chaîne des entrées, un traitement, une sortie qui sera interprétée comme étant un résultat final de l'opération. C'est le principe des ordinateurs qui vont faire tout ce qui est traitement. Alors, vous avez ici quelques fonctions de base. Par exemple, taper un texte, cliquez sur, par exemple, une icône, puis vous avez tiré une calculatrice pour afficher, par exemple, un graphique et imprimer un tableau. C'est un autre exemple, comme on a eu avec le calcul, par exemple, de la température ou l'affectation ou le traçage d'un graphe dans une température. Alors, la donnée, elle peut être de différentes façons. J'ai dit que les données seront toujours stockées au niveau de l'ordinateur et on va utiliser ces logiciels pour avoir bien sûr des résultats concrets à la sortie. Mais ces données vont être sous forme d'un code. Ils ne vont pas être sous forme linéaire, mais ils vont être sous forme d'un code. Parce que les ordinateurs parlent langage binaire. Ils parlent 0 et 1. Mais nous, les utilisateurs, nous, les êtres humains, on va parler français, anglais, arabe ou autre langue courante. Alors, on a besoin d'avoir un traducteur entre l'être humain et la machine, déjà. Parce qu'on a une différence en matière de langage de programmation, de langage, pardon. L'être humain, il parle des lettres et l'ordinateur, il parle code. Il parle 0, 1, 0, 1. Il parle binaire, il ne parle pas un code, il ne parle pas comme l'être humain. Il parle de cette façon, l'ordinateur, il aura soit le 0 et soit le 1. Et ici, on a donné l'exemple d'une ampoule, elle est soit éteinte, soit elle est sous tension. Et lorsqu'elle est éteinte, je vais avoir un 0. Lorsque je vais avoir la lampe qui est sous tension, elle va être allumée. Et ce qu'on appelle dans l'ordinateur, ce qu'on appelle dans l'informatique en général, c'est le langage binaire ou le langage 0-1 qui sera un langage sous forme à ne pas avoir de niveau entre le 0 et le 1. C'est-à-dire, soit je vais avoir le 0, soit je vais avoir le 1. Il n'y a pas de niveau intermédiaire entre le 0 et le 1. Soit la lampe elle est éteinte, soit elle est allumée. Et là, on va avoir une unité qui s'appelle le bit, et cette unité, c'est l'unité de mesure de la donnée. On va mesurer la donnée en bits. Et le bit, c'est binary digital. Binary digital, c'est-à-dire il va calculer, il va mesurer par exemple la quantité de données et on aura un nombre de bits par donnée. C'est comme si je vais mesurer la température par exemple avec le degré Celsius ou le Fahrenheit ou autre. Ici, je vais mesurer la donnée en informatique. On va mesurer la donnée en utilisant le bit qui sera notre unité de mesure en matière de données. Alors, certainement, si je vais avoir cette façon de faire, c'est-à-dire le binaire, je vais avoir aussi des combinaisons entre les opérations. Alors, si je vais avoir une lampe qui est éteinte, c'est-à-dire 0, et une lampe qui est allumée, c'est un 1.
Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir plusieurs cas. Si je vais avoir deux ampoules qui vont me permettre de faire, par exemple, dire des représentations. Je vais avoir des combinaisons. Je vais avoir un 0, 0, je vais avoir un 0, 1, je vais avoir un 1, 0, et je vais avoir 0, 1, 1, pardon. Et là, je vais avoir une autre représentation par rapport au nombre décimal. Parce qu'on connaît, nous, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Pour l'ordinateur, le 0 ne sera pas représenté de la même manière que nous, les êtres humains. Il sera représenté par un code, et le code sera un code binaire. C'est-à-dire, le code 0 sera écrit de cette façon. C'est-à-dire, si je vais avoir 0, si je vais taper 0 moi sur l'ordinateur, il va lui comprendre que je suis en train de parler 0, 0. J'ai mis 2 0. Si je vais avoir un 1, si je vais taper par exemple un 1 sur une calculatrice, il va la comprendre comme étant un 0, 1. Pour lui, c'est 0, 1. Pour le 2, par exemple, si je vais taper 2, il va comprendre, lui, que je suis sur un 0. Et si je suis sur le 3, il va comprendre que je suis sur du 1, 1. Et ainsi de suite. Pour le 4, je vais avoir une combinaison. Pour le 5, je vais avoir une combinaison. Et on va représenter tout ce qui est décimal. Tout ce qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, je vais le représenter sous forme d'un code. Et le code sera élargi d'une façon à avoir les représentations de tous les chiffres, tous les nombres binaires, tous les nombres décimaux, pardon. Je vais avoir un élargissement en matière de code. Par exemple, je peux prendre 0, 0, comme je peux prendre, par exemple, le double 0 ou triple 0 pour représenter le 0. Le 1, je peux le mettre 0, 0, 1. Le 2, je peux le mettre 0, 10. Le 3, c'est 0, 11. Et ainsi de suite. Le 4, c'est 100, c'est 1, 0, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1. Et ainsi de suite. Je vais avoir une combinaison en matière de nombres. Et pour nous, les utilisateurs, on n'aura pas à voir ça. C'est-à-dire, l'utilisateur ne voit pas cette conversion. Il a juste à taper ce qu'il veut en matière de nombre. Pour nous, le 0 restera toujours le 0 avec un seul 0, bien sûr. Le 1, je vais le taper comme j'ai l'habitude de le faire et de l'écrire, c'est un 1. Mais pour l'ordinateur, il ne va pas tenir compte de ça. Il va faire une conversion parce que tous les logiciels qu'il utilise, tout le matériel hardware qu'il utilise, va travailler en 0,1, 0,1, 0,1, c'est-à-dire en binaire. C'est pour cela que l'utilisateur ne va pas voir cette conversion, mais réellement, cette conversion existe au niveau du matériel de l'ordinateur comme étant une transformation binaire. Et là, on va avoir un système de numérotation binaire et un système de conversion sous forme de nombre, par exemple, qui sera un exposant de 2. C'est-à-dire 2 à la puissance 0, c'est 1, 2 à la puissance 1, c'est 2, 2 à la puissance 3, c'est 8, et ainsi de suite. On va avoir un système de stockage et un système de numérotation jusqu'à arriver, bien sûr, à 2 à la puissance 1000 ou autre. Je vais avoir toujours 2 à la puissance en matière de stockage. Alors, je vais avoir un bit, 2, 4, 8, 16, et on a une autre unité de mesure en matière de données qui est l'octet. Et l'octet représente 8 bits. C'est-à-dire, si je vais avoir 8 bits, et le bit qui est le plus constituant d'une information, c'est-à-dire, je vais avoir chaque code qui sera, ou chaque information qui sera codée sur un seul bit. Alors, par exemple, vous avez ça 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ça, c'est une combinaison binaire.
Alors, pour chaque caractère, je vais avoir un bit. Pour chaque caractère, je vais avoir aussi un bit, et un autre bit, et un autre bit. Pour chaque caractère. C'est-à-dire, je vais coder ou je vais allouer un espace, c'est-à-dire un espace mémoire pour chaque bit qui sera alloué dans cet espace en matière de mémoire. Et on va voir par la suite les types de mémoire utilisés dans l'informatique. Alors, si je vais regrouper un ensemble, c'est-à-dire 1 plus 1 jusqu'à 8, je vais avoir un octet. Alors, là, vous avez les unités, vous avez des octets, vous avez les kilo-octets, c'est 2 à la puissance 10, et vous avez les mégaoctets, c'est 2 à la puissance 20, et vous avez les gigaoctets, qui est 2 à la puissance 3, et vous avez ici une représentation des nombres de valeurs possibles pour le stockage de l'information en matière d'octets, de kilos, de mégas et aussi de gigaoctets. Là, vous avez ici un exemple de code en matière de bits et aussi en matière de transformation, par exemple des chiffres, des lettres qui seront transmis, par exemple, en code. Vous allez avoir, par exemple, les chiffres et les opérations qui sont transformés en code et vous allez avoir une signification pour chaque code en matière d'informatique. Alors, tout ce qui est aussi en matière de code numérique, vous allez avoir tout ce qui est couleur dans une image qui sera codé aussi en forme de code. Alors, ici, je vais avoir un autre code qui va qui va défiler, parce que déjà, on a parlé de deux codes jusqu'à présent. On a parlé du code décimal, et le code décimal, c'est de 0 jusqu'à 9. Et on a parlé du code binaire qui est constitué soit de 0, soit de 1. Il y a aussi un autre code en matière qui est utilisé beaucoup plus dans les images, qui est le code hexadécimal. Le code hexadécimal, c'est un code qui va mélanger des chiffres, des nombres de 0 jusqu'à 9, des chiffres de 0 jusqu'à 9 et des lettres de A jusqu'à F. Dans l'hexadécimal, le 10 représente un A. Vous avez le 10 qui est A, le B, le C, le D, le E et le F. Je vais avoir ce code-là qui est très utilisé en matière d'image et qui sera pour le codage, par exemple, des couleurs. Et là, vous avez des exemples en matière de codage. Si je suis sur le blanc, je vais avoir F, 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 F. F partout, c'est-à-dire que F représente ici la saturation, le max. Alors, soit je vais avoir un F partout, et soit je vais avoir un 1 partout, parce que le blanc représente la saturation. Par rapport au noir, je vais avoir quoi? Je vais avoir 0, 0 partout, si je vais coder le noir. Et aussi pour le rouge, vous avez par exemple FF 0, 0, 0, 0. Et ici, ça fait référence à quoi? À un système de couleurs qui s'appelle le RGB. RGB, c'est Red, Green et Blue. Le rouge, le vert et le bleu. C'est un système de mélange de couleurs. Et ce système de mélange de couleurs dans les images, je vais le coder de cette façon. Par exemple, je vais allouer deux compartiments pour le rouge, deux compartiments pour le vert et deux compartiments pour le bleu. Toutes les autres couleurs seront des combinaisons entre ces trois, avec des proportions bien sûr, avec un certain pourcentage. Alors, si je vais avoir le blanc, je dois avoir une saturation en matière de rouge, c'est-à-dire la valeur maximale du rouge, c'est F, F en hexadécimal. En binaire, c'est 1, 1. Le green ou le vert, c'est la même chose, F, F. Le bleu, c'est la même chose, c'est un autre F, F. Et si je vais avoir un 1 ici et un 1 ici pour le binaire. Ça, c'est par rapport au hexadécimal et ça, c'est par rapport au binaire.
Si je veux avoir uniquement le rouge, ou la couleur rouge uniquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre uniquement ça. Alors, si je vais avoir le rouge, je vais avoir RGB. Je vais éliminer le bleu, je vais éliminer le green, pardon. Je vais avoir quoi? Un codage qui est FF pour le rouge, parce que je vais le garder, c'est un 1. Et je vais avoir des zéros pour les autres. C'est-à-dire ici 0, 0 pour le bleu et 0, 0 pour le vert. Alors, je vais avoir un code qui est constitué de 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tout simplement. Et je peux avoir cette combinaison pour effectuer ou avoir le rouge. La même chose avec le vert, la même chose avec le bleu. Et si je veux obtenir une autre couleur, je vais mélanger avec des proportions en matière de rouge, vert et bleu pour obtenir notre proportion de couleurs, par exemple le violet ou l'autre couleur, par exemple un bleu ciel ou un- quoi que ce soit, ou un jaune, je vais faire un mélange entre RGB avec des systèmes de codage. C'est juste pour vous expliquer ce que ces codes auront toujours une logique à suivre. On va avoir une logique bien spécifique à suivre dans les ordinateurs afin d'avoir une information qui sera traitée avec une certaine logique bien spécifique. Alors, rentrons maintenant dans tout ce qui est processus à l'intérieur de l'ordinateur. Comment ces opérations vont s'effectuer? En résumé, on a dit que l'information doit être traitée pour avoir un résultat à la fin. Ce traitement passe par une utilisation des codes spécifiques comme le code binaire ou le code hexadécimal. Mais à l'intérieur de l'ordinateur, comment ce traitement va s'effectuer? Il va s'effectuer en utilisant premièrement un matériel et aussi des logiciels. Alors, le matériel, c'est tout ce qui est hardware, c'est-à-dire tout ce qui est carte électronique, tout ce qui est composants électroniques à l'intérieur de l'ordinateur. Et logiciel, c'est tout ce qui est programme qui va gérer ces logiciels. Alors, on peut avoir ou diviser le matériel dans ce schéma, on peut diviser le matériel en plusieurs grandes unités. Alors, on aura l'unité de traitement qui est dans l'ordinateur représentée par l'unité centrale. Elle contient quoi? Elle contient un processeur et elle contient ce qu'on appelle les mémoires vives. Et les mémoires vives, on va les voir par la suite ou voir la différence entre les mémoires vives et les mémoires mortes. Alors, ça, c'est l'unité de base qui sera reliée, ou le processeur avec les mémoires seront reliés par ce qu'on appelle des bus, qui sont des câbles de liaison. Des câbles en cuivre simple qui seront des câbles de liaison. D'autre côté, on va avoir des ports qui sont des ports de sortie et aussi on va avoir des ports d'entrée avec d'une part les périphériques d'entrée qui seront reliés dans les ports d'entrée et on aura aussi les périphériques de sortie qui seront reliés dans les ports de sortie. On aura aussi une interconnexion avec les mémoires externes ou les unités de stockage où l'unité de traitement aura directement un accès ou une liaison avec les mémoires externes ou les unités de stockage. On va détailler tous ces matériaux en détail. Alors, commençons déjà par une vue générale de l'ordinateur. Réellement, vous avez eu recours à ces ordinateurs et l'ordinateur, c'est une machine capable de faire le traitement électronique d'une donnée en utilisant bien sûr un système de matériaux et de logiciels. On va avoir l'ordinateur qui est composé essentiellement d'un écran qui sert à l'affichage de l'information, l'unité centrale qui va faire tout ce qui est en matière de traitement,
et les périphériques auxiliaires comme le clavier et la souris qui vont aider l'utilisateur à effectuer les traitements. Alors, vous avez aussi l'unité centrale qui sera composée d'une unité d'alimentation. Ça, c'est l'alimentation. C'est une boîte d'alimentation. Ça, c'est le boîtier externe ou le support qu'on appelle le boîtier. Et à l'intérieur, vous avez un graveur ou des CD, ou un lecteur CD DVD, et des lecteurs ou des graveurs CD DVD. Actuellement, les ordinateurs actuels, il n'y aura pas ces technologies parce qu'on a passé vers tout ce qui est clé USB ou disque dur externe. On s'en sert pas beaucoup comme auparavant. Il y avait aussi auparavant les lecteurs des disquettes. Et il y avait aussi les interrupteurs plus les LED. Et l'interrupteur ici, ça sert pour mettre en marche ou arrêter l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de l'ordinateur lorsque je vais enclencher le bouton ou lorsque je vais allumer le bouton? Alors, vous avez le courant qui va passer de l'unité centrale et lance les cycles fréquences de l'horloge de microprocesseur. Parce que l'élément principal dans l'ordinateur, c'est le microprocesseur. C'est comme si vous avez un être humain et l'élément essentiel dans l'être humain, c'est le cerveau. C'est-à-dire, le microprocesseur, c'est le cerveau du micro-ordinateur. Je vais avoir le microprocesseur qui va commander toutes les opérations effectuées dans le micro-ordinateur et il sera accompagné d'un signal horloge, c'est-à-dire il aura un signal horloge, il va être accompagné d'une horloge. Alors, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter vers la mémoire morte, où il va situer le démarrage du système d'exploitation. On va voir par la suite c'est quoi le système d'exploitation et on va le détailler, mais vous avez le microprocesseur qui va essayer de récupérer l'information depuis la mémoire morte. La mémoire morte, c'est le disque dur. Alors, le microprocesseur va récupérer l'information du disque dur parce que votre système d'exploitation, le Windows, il est installé sur le disque dur. Alors, microprocesseur, dès que vous allez enclencher votre ordinateur, vous allez l'allumer, il va essayer de faire une copie depuis le disque dur de votre système d'exploitation pour effectuer le démarrage. Alors, une fois que le système d'exploitation a démarré, le processeur va chercher les autres informations du système d'exploitation sur la mémoire morte de masse, c'est-à-dire le disque dur qui est en général la mémoire morte utilisée dans les ordinateurs. Et ainsi s'affiche le système d'exploitation avec le DOS en premier lieu et puis l'interface graphique de Windows par la suite. Alors réellement, microprocesseur, il va prendre une copie du Windows sur la mémoire morte qui est le disque dur. Il va la mettre dans la mémoire vive, la RAM. On va par la suite la différence entre ces deux, une mémoire vive et la mémoire morte. Et dans la RAM, on va démarrer l'ordinateur sur la RAM avec une copie du Windows et les fichiers de démarrage. Et puis, on va effectuer toutes les opérations par la suite sur Windows et c'est laissé à l'utilisateur d'effectuer ces opérations ou les opérations que va effectuer l'utilisateur seront des opérations, bien sûr, euh, qui seront arbitraires pour l'ordinateur. C'est à l'utilisateur de faire ce qu'il veut sur l'ordinateur et non pas l'ordinateur qui va le guider. Alors, les informations vont être, comme j'ai dit, installées sur la mémoire vive et l'ordinateur va passer vers l'étape de traitement. Alors, à chaque battement de l'horloge interne du microprocesseur, celui-ci va analyser et évaluer tout ce qu'il y a autour de lui en matière de périphérique, en matière de mouvement, c'est-à-dire que le microprocesseur restera actif pendant toute la période
de l'utilisation du micro-ordinateur. Il est en permanence en train d'analyser tout ce qui l'entoure. C'est une imitation du cerveau par rapport au corps humain. Le cerveau, il est tout le temps en train d'analyser le corps, il est en train d'analyser l'environnement. C'est la même chose avec le microprocesseur, il est en train d'analyser en permanence toutes les opérations effectuées et aussi il est en train de répondre aux besoins de l'utilisateur en matière d'information et en matière de traitement. Alors, si on passe aux composants aussi, on aura ce qu'on appelle la carte mère et cette carte mère va regrouper dans un ordinateur un ensemble de matériaux ou un ensemble de composants. La carte mère, en matière d'électronique, c'est une carte embarquée qui comporte des composants en microélectronique, comme par exemple le chipset, qui est un circuit qui va contrôler les ressources en matière d'interface de bus et de mémoire, l'horloge, qu'on l'a déjà évoqué, le BIOS et les bus de système avec tout ce qui est en rapport avec les liaisons entre les utilisateurs. Le BIOS, c'est Basic Input Output System, c'est celui ou le composant qui est responsable du premier démarrage de l'ordinateur. Il contient les paramètres de base de la carte réseau, de la carte mère de votre micro-ordinateur. Alors, bien sûr, la carte mère, elle regroupe aussi des emplacements par rapport au microprocesseur et aussi aux mémoires vives et mortes. Alors, voici une carte mère. Alors, cette carte mère, comme vous voyez, c'est une carte mère compacte. Ça, c'est l'emplacement du microprocesseur. Et on va mettre le microprocesseur ici et plus un ventilateur pour refroidir ce microprocesseur. Alors, ici, vous allez avoir les emplacements pour la RAM, qui est la mémoire vive. Là, vous allez avoir des interfaces ou des ports de sortie. Là aussi, ce sont des ports de sortie pour insérer, par exemple, des cartes graphiques ou là, des cartes réseau. Là, vous avez des ports pour insérer votre... Ça, c'est une carte réseau intégrée. Ça, c'est les ports USB. Ça, c'est le port d'affichage. Ça, c'est le port série parallèle, pardon. Et ça, c'est le port d'affichage. C'est le port RS232. Et vous avez ici le port pour connecter votre écran. Ça, c'est les PS2 par rapport aux technologies de la souris du clavier. Et vous avez aussi des composants ici qui sont des composants électroniques, comme ici vous avez les capacités, vous avez les inductances, vous avez quelques résistances aux microélectroniques et vous avez aussi des composants ou des circuits intégrés pour effectuer aussi des opérations bien spécifiques. Ici, vous avez la carte son, celle qui est responsable du son dans votre ordinateur. Vous avez aussi le BIOS un peu partout ici. Je ne peux pas le localiser, mais c'est un circuit intégré de la même façon que la carte son. Et en général, on peut ajouter des emplacements, on peut ajouter des choses par rapport à la carte mère. Mais ce qui est essentiel, ce qui est basique, c'est avoir un microprocesseur et au moins une barrette de RAM ici et aussi un emplacement pour, c'est-à-dire une liaison avec un disque dur. Ça, c'est le basique en matière de démarrage de l'ordinateur. Là, vous avez le circuit horloge avec la pile de l'horloge. C'est une pile comme la pile d'une montre. Et celle-là, elle va fonctionner avec le microprocesseur pour avoir l'heure. Ça, c'est le circuit chipset. Et puis, vous avez tout un état de circuit dans une carte mère qui va regrouper un ensemble de composants par rapport au fonctionnement du micro-ordinateur. Alors, ici, vous avez les composants.
en détail. Alors, les mémoires vives, ce sont les mémoires RAM. On les appelle les mémoires vives au RAM, c'est Random Access Memory. Elles vont contenir des instructions ou des logiciels et aussi des données à traiter d'une façon instantanée. La capacité, c'est de 512 jusqu'à 8 gigas. Bon, à l'heure actuelle, on peut dépasser bien sûr les 8 gigas de RAM par rapport aux technologies actuelles. Alors, la vitesse de réponse, c'est 10 nanosecondes ou milliardième de seconde, c'est-à-dire c'est une vitesse énorme en matière de réponse. On l'appelle, ça c'est des exemples, on l'appelle mémoire vive parce que c'est une mémoire qui va être effacée au démarrage, à l'extinction lorsque je vais éteindre mon ordinateur, cette mémoire sera complètement effacée. Elle ne va garder rien en matière d'information. C'est une mémoire instantanée avec un seul cycle, qui est le cycle entre le démarrage de l'ordinateur et la fin de l'opération, c'est-à-dire je vais éteindre mon ordinateur. Dès que je vais éteindre, toutes les informations contenues dans la RAM seront effacées. Par rapport à la mémoire morte, qui est Read-Only Memory, ou la mémoire RAM, c'est une mémoire comme son nom l'indique, c'est une mémoire où je vais stocker des informations et ces informations resteront toujours des informations permanentes. C'est le cas du disque dur. C'est une mémoire morte. Malgré que je vais couper du courant sur cette mémoire, elle va rester ou elle va garder toute l'information dans, dans le disque dur. Je vais avoir mes données qui seront stockées dans le disque dur d'une façon permanente jusqu'à l'utilisateur décide de les enlever ou bien de les supprimer. Alors, le microprocesseur, c'est un cerveau en matière d'information. Il contient une unité arithmétique et logique. L'arithmétique et logique qui va faire des opérations. Et il contient aussi une horloge, comme on a dit, et cette horloge va essayer de guider le microprocesseur en matière de vitesse. Vous allez trouver par exemple une vitesse de l'horloge qui est 1600 MHz. Cela veut dire qu'elle peut faire 1 million de cycles par seconde, 1600 millions cycles par seconde, et le cycle représente une instruction ou bien une information ou une opération. Alors, les bus, ce sont des câbles qui vont faire des liaisons entre les différentes composantes d'une carte mère. Et vous avez aussi les bus qui vont transporter, bien sûr, les données avec une vitesse bien précise et un débit précis. Alors, les ports d'entrée et de sortie, vous avez le port pour le clavier, un port pour la souris, les ports USB. Vous pouvez connecter en USB, vous pouvez connecter en PS2. Comme la plupart des ordinateurs récents n'utilisent pas les PS2, ils vont utiliser la technologie USB pour accorder les claviers et les souris. Alors, les périphériques d'entrée, vous allez avoir le clavier, la souris, un numériseur, un micro, une caméra, une imprimante, quoi que ce soit, ce sont des périphériques d'entrée que je vais les connecter à ma carte mère. Les périphériques de sortie, c'est comme ceux de l'affichage, par exemple, c'est un écran. Vous avez un haut-parleur, vous avez des imprimantes multifonctions, vous avez des traceurs. Ce sont des équipements qui vont sortir l'information, c'est-à-dire l'information va sortir depuis les microprocesseurs vers ces équipements pour un but toujours bien précis. Si je suis sur l'écran, le but c'est d'afficher l'information. Alors l'écran, il sera en résolution. Je vais avoir énormément de types d'écran. L'écran large, l'écran avec résolution et autres en matière de résolution d'écran. Je vais avoir énormément de résolution d'écran et ça va influencer bien sûr sur la qualité d'affichage.
Alors, si je vais parler de stockage, je vais avoir plusieurs façons de faire le stockage. Soit je vais avoir le stockage interne ou externe avec, bien sûr, une donnée à stocker. Et comme on a dit, l'unité de base, c'est l'octet ou bien le bit euh, pour stocker l'information. Je vais avoir, par exemple, pour stocker de l'information sur un CD, je vais avoir la taille maximale sur un CD, c'est environ 700 mégas. Une clé USB, c'est jusqu'à plus de 8 Go actuellement. Un DVD, par exemple, c'est entre 4,7 et 18. Un disque dur qui peut aller jusqu'à des téraoctets et non pas juste des 500 Go, mais ça peut dépasser actuellement des téraoctets. C'est plus que des gigas. C'est 10 à la puissance 9. Alors, les mémoires externes des unités de contrôle, c'est soit avec l'unité de mesure de fréquence, c'est le Hertz. Je vais avoir aussi le bit et l'octet qui vont suivre en matière de CD et de disque dur. Et je vais aussi avoir des périphériques externes de stockage ou des périphériques internes. Par exemple, le disque dur externe, je peux le trouver en externe comme je peux le trouver en interne. Bien sûr, la technologie va changer. Avec l'externe actuellement, vous êtes sur une technologie USB. Vous allez raccorder votre disque dur sur un port USB. Et par rapport au disque dur interne, vous allez le raccorder en utilisant un emplacement SATA à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur. Si vous êtes sur un graveur DVD, vous allez l'utiliser soit euh, en interne, c'est-à-dire sur le boîtier, et vous allez utiliser la technologie SATA, comme vous pouvez l'utiliser en externe en utilisant bien sûr une fiche USB qui sera raccordée sur votre ordinateur. Voici quelques illustrations. Alors, après avoir parlé des matériaux, je vais parler maintenant côté logiciel. Alors, le rôle des logiciels, c'est quoi? Alors, réellement, le logiciel, c'est un programme informatique. Et ce programme informatique aura le but de guider tout ce qui est matériel, tout ce qui est microprocesseur pour effectuer la tâche d'une façon bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura des logiciels sous cette forme. On aura des logiciels qui sont appelés des logiciels d'application. On aura le système d'exploitation en lui-même, c'est un logiciel, c'est un ensemble de logiciels. On aura les pilotes des périphériques qui sont aussi des logiciels et on aura le microcode qui est destiné au BIOS. Ce sont les types de logiciels qu'on va utiliser dans un micro-ordinateur. Alors, le microcode par rapport au BIOS, ce sont des instructions utilisées au niveau du BIOS pour avoir les couches logicielles fondamentales pour le contrôle de l'ordinateur et le démarrage de l'ordinateur. Ce sont des logiciels basiques pour faire fonctionner le démarrage de l'ordinateur. Alors, le système d'exploitation, vous le connaissez certainement, c'est comme le Windows, Windows 7, le Linux, le Mac ou l'OS. C'est un ensemble de logiciels d'application qui vont essayer de faire fonctionner votre ordinateur pour traiter de l'information. Vous avez aussi des logiciels qui sont les pilotes des périphériques, comme par exemple les pilotes des imprimantes. Vous avez besoin d'utiliser ce logiciel pour faire fonctionner votre imprimante. C'est-à-dire, vous allez installer le pilote de l'imprimante et vous allez faire fonctionner cette imprimante en utilisant bien sûr ce logiciel. En absence du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser le matériel, bien sûr. Malgré que le matériel il est raccordé à votre PC, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que le logiciel n'est pas installé sur votre PC. Et enfin, vous avez les logiciels d'application. C'est par exemple pour rédiger des textes, pour calculer une moyenne. Par exemple, le Word, le Excel, le PowerPoint, le Photoshop, le navigateur du web, par exemple Firefox ou bien Mozilla ou Chrome. Vous allez les utiliser pour faire fonctionner
une chose bien déterminée ou un problème bien spécifique. Et là, vous avez énormément de logiciels. Vous avez des logiciels de traitement des photos, traitement des vidéos. Vous avez pour calculer des moyennes, pour faire par exemple des graphiques, pour faire des traitements. Et là, vous avez un logiciel bien spécifique pour traiter un problème bien déterminé. Alors, on arrive à terme de ces deux chapitres. Qu'est-ce qu'on a vu en résumé dans ces deux chapitres? On a parlé de l'informatique. En réalité, c'est un traitement de l'information en utilisant un ensemble de logiciels plus un ensemble de composants ou matériels. Alors, l'informatique aura pour but de faire un traitement des données sous forme de logiciels, sous forme de résultats à la fin. Je vais avoir des entrées, des traitements plus des sorties. Les ordinateurs utilisent des codes spécifiques comme le code binaire ou le code hexadécimal pour coder de l'information. Les ordinateurs vont s'appuyer sur deux parties, une partie hardware et une partie software. La partie hardware, c'est tout ce qui est en rapport avec les matériaux et vous allez tout ce qui est en rapport avec les matériels qui est à l'intérieur du boîtier. Vous avez le microprocesseur, vous avez la carte les RAM, les ROM, les périphériques d'entrée et de sortie. Et toutes ces périphériques ou tous ces matériaux seront à la fois guidés par les logiciels qui sont des programmes informatiques qui vont essayer de guider ces matériaux pour effectuer une tâche bien précise. Si on résumait, ce qu'on a vu dans ces deux chapitres qui ont parlé du matériel utilisé dans l'informatique en général.